Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons rentrer aujourd'hui au cœur des éléments chimiques afin d'y voir un petit peu plus clair pour comprendre ce qui différencie une molécule, un ion, des atomes ou des isotopes. Mais avant de commencer, voici un petit rappel sur le noyau et sa structure, avec ici à l'intérieur les neutrons et les protons dans le noyau, ainsi que les électrons ici qui gravitent en périphérie sous la forme de couches. La notation symbolique de l'atome, par exemple ici pour le carbone, nous permet de voir que celui-ci est constitué de 12 nucléons et de 6 protons, donc 6 charges positives, d'où les 6 électrons qui gravitent autour de ce noyau. C'est la représentation symbolique que nous avons vue dans une précédente capsule. Et je vous rappelle que si on regarde la masse des différents constituants d'un atome, la masse des électrons est infiniment plus faible que celle des nucléons. Cela signifie que si on venait à peser un atome de carbone, la masse des électrons périphériques étant négligeable, cela reviendrait à peser la masse du noyau. Alors, on connaît la masse d'un des nucléons, et donc finalement, pour avoir la masse totale de l'atome, les électrons ayant une masse négligeable, il suffit de connaître le nombre de nucléons, A, et pour avoir la masse totale de l'atome, multiplier le nombre de nucléons par la masse de un nucléon. On pourrait imaginer que c'est ce qu'on pourrait faire avec des billes. Pour connaître la masse d'un tas de billes, il faut connaître la masse d'une bille, supposer qu'elles soient toutes identiques, et multiplier par le nombre de billes. Alors, comme nous venons de le voir, les connaissances sur le noyau et la structure des noyaux des atomes nous permettent de connaître la masse d'un atome, ou de la déterminer, ce qui, ma foi, n'est pas forcément utile tous les jours. Néanmoins, voici une autre utilisation qui découle de la connaissance des noyaux des atomes, c'est la datation au carbone 14. Alors, lorsqu'on fait une datation au carbone 14, on mesure le taux d'éléments, d'isotopes de carbone qui se trouvent dans un échantillon. Mais au fait, c'est quoi un isotope ? Alors, les isotopes sont à distinguer des éléments chimiques. Mais au fait, c'est quoi un élément chimique ? D'accord. Alors pour y voir plus clair, prenons ces trois cartes. Alors ici nous avons l'atome de carbone avec à l'intérieur 12 nucléons et 6 protons. Il est possible, et c'est le cas pour le carbone 14, d'avoir un atome de carbone qui comporte 14 nucléons. Voici sa représentation symbolique. Il a 14 nucléons, seulement, comme son homologue le carbone 12, il a 6 protons. Ce qui les différencie, c'est leur nombre de neutrons. Celui-ci a donc 6 protons plus 6 neutrons, c'est-à-dire 12 nucléons. Quant à celui-ci, il a 2 neutrons supplémentaires, c'est-à-dire 6 protons et 8 neutrons, donc 14 nucléons. Par définition, ce qu'on va appeler élément chimique, c'est l'ensemble des entités, des éléments qui ont le même nombre de protons. Ils peuvent être des atomes ou des ions. Donc, par définition, l'élément carbone a, lui, 6 protons. Ici, on retrouvera l'azote, qui est un élément différent, et effectivement, bien qu'ils aient le même nombre de nucléons ici, n'ayant pas le même nombre de protons, ce sont des éléments chimiques différents. Revenons au cas du carbone, ici nous avons donc 2 éléments carbone, mais bien évidemment ils sont différents puisqu'ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Alors dans ce cas-là, on va parler d'isotopes. Et les isotopes seront l'ensemble des atomes caractérisés par le même nombre de protons, Z, mais par des nombres de nucléons, donc des nombres de neutrons, différents. Voilà, vous en savez un peu plus sur ce qui différencie les éléments chimiques des isotopes. Et là, je devine la question qui vous anime tous, qu'est-ce qu'un ion ? Eh bien, un ion, finalement, si on part d'un atome qui perdrait un électron, alors les électrons sont négatifs, un atome qui perd un électron perd une charge négative. Si cet atome était neutre et s'il lui manque une charge négative, c'est qu'il est devenu positif, et dans ce cas-là, c'est un cation. Ici, c'est la situation inverse. Prenons un atome
électriquement neutre. Admettons qu'il gagne un électron. L'électron étant négatif, et bien maintenant, cet élément, cette entité devient négative et c'est un anion. Alors, distinguer et se rappeler qui est anion, positif, négatif, n'est pas toujours évident. Voici un moyen mémotechnique. Alors, si vous comptez le nombre de lettres dans le mot cation, ben, il y a plus de lettres dans le mot cation que dans le mot anion. Donc, les cations sont positifs et les anions sont négatifs. Si vous trouvez un moyen mémotechnique un peu plus intéressant, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si on y regarde un petit peu plus près, qu'est-ce qu'un ion? Prenons par exemple l'ion sodium, ou le sodium. L'élément sodium est composé de 23 nucléons pour 11 protons. S'il a 11 protons, c'est qu'il a 11 charges positives. L'atome étant électriquement neutre, s'il a 11 charges positives dans son noyau, pour rester neutre, il lui faut 11 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le 11e. Pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons plus tard, l'atome de sodium n'existe pas sous cette forme-là dans la nature. Pour exister sous cette forme, pour exister sous une forme, il doit libérer un électron. Et s'il perd un électron, eh ben il perd une charge négative, il devient positif et il se transforme en ion Na+. Et là, je devine ce qui brûle votre curiosité, mais pourquoi est-ce qu'il perd cet électron? Pour comprendre cela, il faut regarder un peu plus près les règles de remplissage des différentes couches électroniques des atomes. Alors, comme je vous le rappelle, comme on l'a déjà vu précédemment, les électrons ne sont pas répartis n'importe comment autour du noyau. Ils sont répartis, statistiquement, sous forme de couches, qu'on va appeler les couches K, L et M. Mais comment ces couches se remplissent-elles? Voici ici l'élément chimique le plus simple, c'est l'hydrogène. Il comporte un proton seulement dans son noyau, une seule charge positive et un seul électron. On notera sa structure K1, puisqu'il a une couche K sur laquelle on retrouve un électron. Alors voici, si j'augmente le nombre d'électrons sur les différentes couches, voici comment elles vont se répartir. Le deuxième électron vient se placer sur la couche K. L'électron suivant sur la couche L. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'arrive à 8 électrons sur la couche L. Une fois que j'ai 8 électrons sur la couche L, celle-ci est remplie. Et ainsi de suite, la couche M se remplit progressivement. Alors la couche M, elle est un petit peu particulière. Cette couche M peut avoir au total 18 électrons, avant d'être saturée et de devoir remplir les couches suivantes. Comme vous le voyez ici, on peut aller assez loin. Retenez simplement que la couche K comporte au maximum 2 électrons, la couche L au maximum 8 électrons, et la couche M au maximum 18 électrons. Pour les autres couches ici, on passe à des règles qui sont un petit peu plus compliquées que vous étudierez dans les niveaux supérieurs. Que faut-il retenir sur les règles de remplissage des couches électroniques? Alors, d'abord, on remplit la couche K, qui est saturée avec 2 électrons. Une fois qu'elle est pleine, on vient ensuite remplir la couche L, qui lorsqu'elle est saturée avec 8 électrons, les électrons suivants vont venir se déposer sur la couche M jusqu'à la remplir. La couche M peut contenir au maximum 18 électrons. La notation qu'on utilise pour décrire la structure électronique, c'est-à-dire la composition des différentes couches électroniques, est la suivante. Couche K, 2 électrons, couche L, 8, et ici dans cet exemple, pour la couche M, 7 électrons. Très bien. Alors maintenant, pour voir si vous avez tout compris, voici deux exemples avec la notation symbolique, et pour ces deux exemples, je vais vous laisser quelques secondes, vous allez mettre la vidéo sur pause, et pendant ces quelques secondes, vous allez essayer de déterminer la structure électronique, KLM, de ces deux éléments chimiques, le carbone et l'aluminium. À vous, vous pouvez mettre pause. Alors l'atome de carbone ayant 6 protons, donc 6 électrons sur ses couches électroniques pour être électriquement neutres, ces électrons vont se répartir de la manière suivante. 2 électrons vont d'abord remplir la couche K, et ensuite, les 4 électrons qui restent vont remplir la couche L. J'aurai donc une structure K2, L4. Je retrouve donc ici mes 2 plus 4, 6 charges négatives qui vont compenser
les 6 protons, ici 6 charges positives du noyau, pour que l'atome de carbone soit électriquement neutre. Quant à l'aluminium, il possède, lui, 13 protons, donc 13 électrons à répartir sur les différentes couches. 2 sur la couche K, puis 8 sur la couche L, celle-ci est remplie à 8, ce qui fait on en est à 10 électrons. Les 3 électrons qui restent vont progressivement remplir la couche M. Ici, j'aurai donc une structure électronique de la forme K2, L8, M3. Je suis persuadé que vous avez désormais tout compris. Alors, ce que vous devez vous demander, c'est très bien, mais à quoi me sert tout ça? Eh bien, ça va nous servir à comprendre pourquoi y a-t-il des atomes qui forment tantôt des ions, tantôt des molécules. Comme nous l'avons vu en TP, par exemple, le cuivre peut exister sous la forme atomique, sous une forme solide, métallique, ou alors sous une forme ionique, ou alors sous une forme moléculaire, sous la forme d'un précipité associé avec d'autres éléments chimiques. Dans TP, nous avons vu la célèbre phrase de Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors, les règles qui permettent de comprendre pourquoi tantôt on obtient des atomes, tantôt des molécules, vont découler de la connaissance de ce qu'on appelle les gaz rares. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les gaz rares? Ce sont l'hélium, le néon et l'argon, par exemple. Ce sont des gaz rares car ils sont très difficiles à détecter puisqu'ils ne réagissent avec rien. Prenons un exemple. Ici, l'hydrogène avec lequel on gonflait les zeppelins à l'époque est un gaz inflammable, ce qui a posé quelques déboires pour les premiers zeppelins qui ont été conçus. On a très rapidement remplacé le gaz qui servait à gonfler les zeppelins par de l'hélium. L'hélium ayant la propriété de ne réagir avec aucun autre élément, il ne brûle pas. Et en même temps, il est très léger, ce qui permet de supporter ces mastodontes volants. Alors si on regarde le nombre de protons qu'il y a à l'intérieur de l'hélium, ou du néon, ou de l'argon, on a de 10 et 18. Les structures électroniques qui correspondent à chacun de ces éléments sont les suivantes. K2, K2, L8, K2, L8, M8 pour l'argon. Cette découverte a permis de comprendre un petit peu mieux les règles qui régissent les transformations atomiques. Ces éléments ne réagissant avec rien, ils sont dits chimiquement stables. En fait, lorsqu'un atome va devenir un ion ou va se combiner avec d'autres atomes pour former des molécules, il va systématiquement chercher à être stable, comme ces éléments ici. C'est ce qu'on appelle la règle du Dewey et la règle de l'octet. Donc, ces règles sont à retenir, elles seront à noter dans votre cahier. La règle du Dewey, c'est tous les atomes qui ont un numéro atomique Z qui est inférieur à 4 évoluent de manière à acquérir un Dewey d'électrons sur leur couche externe, donc sur leur dernière couche. Quant à la règle de l'octet, les atomes qui ont un numéro atomique supérieur à 4 évoluent de manière à acquérir cette fois-ci un octet, c'est-à-dire 8 électrons sur leur couche externe. Alors, je vois que vous brûlez d'impatience de savoir comment cette règle s'applique aux atomes qui vont former des ions ou des molécules, mais je vais laisser vos questions en suspens. N'hésitez pas à me les poser en classe, on verra la suite dans une prochaine capsule. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe au cœur des éléments chimiques. Nous remercierons le site Australo pour ses belles animations. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!